Bernardin de Saint-Pierre, essai sur Jean-Jacques Rousseau. Au mois de juin de 1772, un ami m'ayant proposé de me mener chez Jean-Jacques Rousseau, il me conduisit dans une maison rue Plâtrière, à peu près vis-à-vis de l'hôtel de la Poste. Nous montâmes au 4e étage. Nous frappâmes et madame Rousseau vint nous ouvrir la porte. Elle nous dit « Entrez, messieurs, vous allez trouver mon mari. » Nous traversâmes une fort petite antichambre où des ustensiles de ménage étaient proprement arrangés. De là, nous entrâmes dans une chambre où Jean-Jacques Rousseau était assis en redingote et en bonnet blanc, occupé à copier de la musique. Il se leva d'un air riant, nous présenta des chaises et se remit à son travail en se livrant toutefois à la conversation. Il était maigre et d'une taille moyenne. Une de ses épaules paraissait un peu plus élevée que l'autre, soit que ce fût l'effet d'un défaut naturel, ou de l'attitude qu'il prenait dans son travail, ou de l'âge qu'il avait voûté, car il avait alors 60 ans. D'ailleurs, il était fort bien proportionné. Il avait le teint brun, quelques couleurs aux pommettes des joues, la bouche belle, le nez très bien fait, le front rond et élevé, les yeux pleins de feu. Les traits obliques qui tombent des narines vers les extrémités de la bouche et qui caractérisent la physionomie exprimaient dans la sienne une grande sensibilité et quelque chose même de douloureux. On remarquait dans son visage 3 ou 4 caractères de la mélancolie par l'enfoncement des yeux et par l'affaissement des sourcils, de la tristesse profonde par les rides du front, une gaieté très vive et même un peu caustique par 1000 petits plis aux angles extérieurs des yeux dont les orbites disparaissaient quand il riait. Toutes ces passions se peignaient successivement sur son visage, suivant que les sujets de la conversation affectaient son âme. Mais dans une situation calme, sa figure conservait une empreinte de toutes ces affections et offrait à la fois je ne sais quoi d'aimable, de fin, de touchant, de digne de pitié et de respect. Près de lui était une épinette sur laquelle il essayait de temps en temps des airs. 2 petits lits de cotonnade rayée de bleu et de blanc, comme la tenture de sa chambre, une commode, une table et quelques chaises faisaient tout son mobilier. Aux murs était attaché un plan de la forêt et du parc de Montmorency, où il avait demeuré, et une estampe du roi d'Angleterre, son ancien bienfaiteur. Sa femme était assise, occupée à coudre du linge. Un serin chantait dans sa cage, suspendue au plafond. Des moineaux venaient manger du pain sur ses fenêtres ouvertes du côté de la rue, et sur celles de l'antichambre, on voyait des caisses et des pots remplis de plantes telles qu'il plaît à la nature de les semer. Il y avait dans l'ensemble de son petit ménage un air de propreté, de paix et de simplicité qui faisait plaisir. Il me parla de mes voyages. Ensuite, la conversation roula sur les nouvelles du temps, après quoi il nous lut une lettre manuscrite en réponse à M. le marquis de Mirabeau, qu'il avait interpellé dans une discussion politique. Il le suppliait de ne pas le rengager dans les tracasseries de la littérature. Je lui parlais de ses ouvrages, je lui dis que je n'en aimais le plus. C'était le Devin de village et le 3e volume d'Émile. Il me parut charmé de mon sentiment. C'est aussi, me dit-il, ce que j'aime le mieux avoir fait. Mes ennemis ont beau dire, ils ne feront jamais un devin de village. Il nous montra une collection de graines de toute espèce. Il les avait arrangées dans une multitude de petites boîtes. Je ne pus m'empêcher de lui dire que je n'avais vu personne qui eût ramassé une si grande quantité de graines et qui eût si peu de terre. Cette idée le fit rire. Il nous reconduisit, lorsque nous prîmes congé de lui, jusque sur le bord de son escalier. À quelques jours de là, il vint me rendre ma visite. Il était en perruque ronde, bien poudrée et bien frisée, portant un chapeau sous le bras et en habit complet de nankin.
Il tenait une petite canne à la main. Tout son extérieur était modeste, mais fort propre, comme on le dit de celui de Socrate. Je lui offris une pièce de coco marin avec son fruit pour augmenter sa collection de graines, et il me fit le plaisir de l'accepter. Avant de sortir de chez moi, nous passâmes dans une chambre où je lui fis voir une belle immortelle du Cap, dont les fleurs ressemblent à des fraises et les feuilles à des morceaux de drap gris. Il la trouva charmante, mais je l'avais donnée et elle n'était déjà plus à ma disposition. Comme je le reconduisais à travers les Tuileries, il sentit l'odeur du café. Voici, me dit-il, un parfum que j'aime beaucoup. Quand on en brûle dans mon escalier, j'ai des voisins qui ferment leur porte et moi j'ouvre la mienne. Vous prenez donc du café, lui dis-je, puisque vous en aimez l'odeur. Oui, me répondit-il. C'est presque tout ce que j'aime des choses de luxe, les glaces et le café. J'avais apporté une balle de café de l'île de Bourbon, et j'en avais fait quelques paquets que je distribuais à mes amis. Je lui en envoyai un le lendemain avec un billet où je lui mandais que, sachant son goût pour les graines étrangères, je le priais d'accepter celle-là. Il me répondit par un billet fort poli où il me remerciait de mon attention. Mais le jour suivant, j'en reçus un autre d'un ton bien différent. En voici la copie. Hier, monsieur, j'avais du monde chez moi qui m'a empêché d'examiner ce que contenait le paquet que vous m'avez envoyé. À peine nous nous connaissons et vous débutez par des cadeaux. C'est rendre notre société trop inégale. Ma fortune ne me permet point d'en faire. Choisissez de reprendre votre café ou de ne plus vous voir. Agréez mes très humbles salutations, Jean-Jacques Rousseau. Je lui répondis qu'ayant été dans le pays où croissait le café, la qualité et la quantité de ce présent le rendaient de peu d'importance. Qu'au reste, je lui laissais le choix de l'alternative qu'il m'avait donnée. Cette petite altercation se termina aux conditions que j'accepterais de sa part une racine de ginseng et un ouvrage sur l'ichtyologie qu'on lui avait envoyé de Montpellier. Il m'invita à dîner pour le lendemain. Je me rendis chez lui à 11 heures du matin. Nous conversâmes jusqu'à 12h30. Alors son épouse mit la nappe. Il prit une bouteille de vin et en la posant sur la table, il me demanda si nous en aurions assez et si jamais à boire. Combien sommes-nous, lui dis-je. 3, dit-il, vous, ma femme et moi. Quand je bois du vin, lui répondis-je, et que je suis seul, j'en bois bien une demi-bouteille, et j'en bois un peu plus quand je suis avec mes amis. Ah, cela étant, reprit-il, nous n'en avons pas assez, il faut que je descende à la cave. Il en rapporta une seconde bouteille. Sa femme servit 2 plats, un de petits pâtés et un autre qui était couvert. Il me dit en me montrant le premier, « Voici votre plat et l'autre est le mien. Bon, je mange peu de pâtisserie, lui dis-je, mais j'espère bien goûter du vôtre. Oh, me dit-il, ils nous sont communs tous deux. Mais bien des gens ne se soucient pas de celui-là. C'est un mets suisse, un pot pourri de lard, de mouton, de légumes et de châtaignes. Il se trouva excellent. Ces 2 plats furent relevés par des tranches de bœuf en salade, ensuite par des biscuits et du fromage, après quoi sa femme servit le café. « Je ne vous offre point de liqueur, me dit-il, parce que je n'en ai point. Je suis comme le Cordelier, qui prêchait sur l'adultère. J'aime mieux boire une bouteille de vin qu'un verre de liqueur. » Pendant le repas, nous parlâmes des Indes, des Grecs et des Romains. Après le dîner, il fut me chercher quelques manuscrits dont je parlerai quand il sera question de ses ouvrages. Il me lut une continuation d'Émile, quelques lettres sur la botanique, un petit poème en prose sur le Lévite dont les Benjamites violèrent la femme, des morceaux charmants traduits du Tasse.
Comptez-vous donner ces écrits au public? Oh, Dieu m'en garde, dit-il. Je les ai faits pour mon plaisir, pour causer le soir avec ma femme. Oh oui, que cela est touchant, reprit madame Rousseau. Cette pauvre Sophronie, j'ai bien pleuré quand mon mari m'a lu cet endroit-là. Enfin, elle m'avertit qu'il était 9 heures du soir, j'avais passé 10 heures de suite, comme un instant. Lecteur, si vous trouvez ces détails frivoles, n'allez pas plus avant. Tous sont précieux pour moi et l'amitié m'ôte la liberté de choisir. Si vous aimez avoir de près les grands hommes et si vous chérissez dans un récit la simplicité et la sincérité, vous serez satisfait. Je ne donne rien à l'imagination, je n'exagère aucune vertu, je ne dissimule aucun défaut. Je me mets d'autre part dans ma narration qu'un peu d'ordre. Dans l'envie que j'avais de ne rien perdre de la mémoire de Rousseau, j'avais recueilli quelques autres anecdotes, mais elles n'étaient fondées que sur des oui-dire, et j'ai voulu donner à cet ouvrage un mérite étranger même aux meilleures histoires, c'est de ne pas renfermer la plus légère circonstance, que je n'en ai été le témoin ou que je ne la tienne de la bouche même de Rousseau. Il était né à Genève en 1712, d'un père de la religion réformée et horloger de profession. Sa naissance coûta la vie à sa mère. C'était une femme d'esprit qui faisait même des vers agréablement. Il m'en a cité d'elle qu'elle avait improvisées dans une promenade, mais je les ai oubliées. Il fut élevé par une sœur de son père, et jamais il n'oublia les soins qu'elle avait pris de son enfance. Elle vit peut-être encore. Elle vivait du moins il y a quelques années, et voici comment je l'ai su. Un de mes anciens camarades de collège me pria il y a 3 ans de le présenter à Jean-Jacques Rousseau. C'était un brave garçon dont la tête était aussi chaude que le cœur. Il me dit qu'il avait vu Rousseau au château de Trie, et qu'étant ensuite allé voir Voltaire à Genève, on lui avait dit que la tante de Rousseau demeurait près de là, dans un village. Il fut lui rendre visite. Il trouva une vieille femme qui, en apprenant qu'il avait vu son neveu, ne se possédait pas d'aise. « Comment, monsieur, lui dit-elle, vous l'avez vu? Est-il donc vrai qu'il n'a pas de religion? Nos ministres disent que c'est un impie, mais comment cela se peut-il? Il m'envoie de quoi vivre? Pauvre vieille femme de plus de 80 ans, seule, sans servante, dans un grenier, mais sans lui je serais morte de froid et de faim. » Je répétai la chose à Rousseau mot pour mot. « Je le devais, me dit-il. Elle m'avait élevé orphelin. » Cependant, il ne voulut pas recevoir mon camarade, quoique j'eusse tout disposé pour l'y engager. « Ne me l'amenez pas, dit-il, il m'a fait peur. Il m'a écrit une lettre où il me mettait au-dessus de Jésus-Christ. » Il apprit à connaître ces lettres dans des romans. Son père le faisait lire auprès de son établi. Vers l'âge de 7 à 8 ans, il lui tomba entre les mains Plutarque, qui devint sa lecture favorite. Dès l'enfance, il s'exprimait avec sensibilité. Son père, qui lui trouvait beaucoup de ressemblance avec l'épouse qu'il regrettait, lui disait quelquefois le matin, en se levant, « Allons, Jean-Jacques, parle-moi de ta mère. » « Si je vous en parle, disait-il, vous allez pleurer. » Ce n'était point par singularité qu'il aimait apporter ce nom de Jean-Jacques, mais parce qu'il lui rappelait un âge heureux et le souvenir d'un père dont il ne me parlait jamais qu'avec attendrissement. Il m'a raconté que son père était d'un tempérament très vigoureux, grand chasseur, aimant la bonne chair et à se réjouir. Dans ce temps-là, on formait à Genève des coteries dont chaque membre, suivant l'esprit de la Réforme, prenait un surnom de l'Ancien Testament. Celui de son père était David. Peut-être ce surnom contribua-t-il à le lier avec David Hume, car il aimait à attacher au même nom les mêmes idées,
comme je le dirai dans une occasion où il s'agissait du mien. Au reste, ce préjugé lui a été commun avec les plus grands hommes de l'Antiquité, et même avec le peuple romain, qui confia sa destinée à des généraux dont le nom lui paraissait d'un heureux augure, pour avoir été porté par des hommes dont il chérissait la mémoire. C'est ce qu'on peut voir surtout dans la vie des Scipions. Alors il n'y avait pas à Genève un citoyen bien élevé qui ne sût son Plutarque que par cœur. Rousseau m'a dit qu'il a été un temps où il connaissait mieux les rues d'Athènes que celles de Genève. Les jeunes gens ne parlaient dans leur conversation que de législation, des moyens d'établir ou de réformer la société. Les âmes étaient nobles, grandes et gaies. Un jour d'été, une troupe de bourgeois prenait le frais devant leurs portes. Ils causaient et riaient entre eux lorsqu'un lord vint à passer. Il crut à leur rire qu'ils se moquaient de lui. Il s'arrêta et leur dit fièrement « Mais pourquoi riez-vous quand je passe ?» Un des bourgeois lui répondit sur le même ton « Et pourquoi passez-vous quand nous rions ?» Son père eut une querelle avec un capitaine qui l'avait insulté et qui appartenait à une famille considérable de la ville. Il proposa au capitaine de mettre l'épée à la main, ce que celui-ci refusa. Cette aventure renversa sa fortune. La famille de son adversaire le força de s'expatrier. Il mourut âgé de près de 100 ans. Rousseau, vers l'âge de 20 ans, fit à pied un voyage à Paris. Il y séjourna peu, se rendit de là, toujours à pied, à Chambéry, en dirigeant sa route par Lyon, qu'il désirait revoir. Il arriva dans cette ville à l'entrée de la nuit, soupa avec son dernier morceau de pain et se coucha sur le pavé sous une arcade ombragée par des marronniers. C'était en été. « Je n'ai jamais passé une nuit plus agréable, me dit-il. Je dormis d'un sommeil profond. Ensuite, je fus réveillé au lever du soleil par le chant des oiseaux. Frais et gai comme eux, je marchais en chantant dans les rues, ne sachant où j'allais, ne m'en souciant guère. Je n'avais pas un sou dans ma poche. Un abbé qui venait derrière moi m'appela. « Mon petit ami, vous savez la musique, voudriez-vous en copier ?» Oh, c'était tout ce que je savais faire. Je le suivis et il me fit travailler. La Providence lui dis-je vous servit à point nommé. Mais que serait-il arrivé si vous n'eussiez pas rencontré cet abbé? J'aurais, me dit-il, probablement fini par demander l'aumône quand l'appétit serait venu. Il avait un frère aîné qui partit à 17 ans pour aller faire fortune aux Indes. Jamais depuis il n'en a ouï parler. Il fut sollicité par un directeur de la Compagnie des Indes d'aller à la Chine. Et il était fâché de n'avoir pas pris ce parti. C'est à peu près vers ce temps-là qu'il fut en Italie. Le noble aveu qu'il fait de sa position, de ses fautes et de ses malheurs, au commencement du 3e volume d'Émile, est si touchant que je ne peux me refuser le plaisir de le transcrire. Il y a 30 ans que dans une ville d'Italie, un jeune homme expatrié se voyait réduit à la dernière misère. Il était né calviniste, mais par les suites d'une étourderie, se trouvant fugitif en pays étrangers, sans ressources, il changea de religion pour avoir du pain. Il y avait dans cette ville un hospice pour les prosélytes. Il y fut admis. En l'instruisant sur la controverse, on lui donna des doutes qu'il n'avait pas et on lui apprit le mal qu'il ignorait. Il entendit des dogmes nouveaux, il vit des mœurs encore plus nouvelles. Il les vit et faillit en être la victime. Il voulut fuir, on l'enferma. Il se plaignit, on le punit de ses plaintes. À la merci de ses tyrans, il se vit traiter en criminel pour n'avoir pas voulu céder au crime. Que ceux qui savent combien la première épreuve de la violence et de la justice irrite un jeune cœur sans expérience se figurent l'état du sien. Des larmes de rage coulaient de ses yeux. L'indignation l'étouffait, il implorait le ciel et les hommes.
Il se confiait à tout le monde et n'était écouté de personne. Il ne voyait que de vils domestiques soumis à l'infâme qui l'outrageait, ou des complices du même crime qui se raillaient de sa résistance et l'excitaient à les imiter. Il était perdu, sans un honnête ecclésiastique qui vint à l'hospice pour quelque affaire et qu'il trouva le moyen de consulter en secret. L'ecclésiastique était pauvre et avait besoin de tout le monde, mais l'opprimé avait encore plus besoin de lui, et il n'hésita pas à favoriser son évasion au risque de se faire un dangereux ennemi. Échappé au vice pour entrer dans l'indigence, le jeune homme luttait sans succès contre sa destinée. Un moment, il se crut au-dessus d'elle. À la première lueur de fortune, ses maux et son protecteur furent oubliés. Il fut bientôt puni de cette ingratitude. Toutes ses espérances s'évanouirent. Sa jeunesse avait beau le favoriser, et ses idées romanesques gâtaient tout. N'ayant ni assez de talent, ni assez d'adresse pour se faire un chemin facile, ne sachant être ni modéré ni méchant, il prétendit à tant de choses qu'il ne sut parvenir à rien. Retombé dans sa première détresse, sans pain, sans asile, prêt à mourir de faim, il se ressouvint de son bienfaiteur. Il y retourne, il le trouve, il en est bien reçu. Sa vue rappelle à l'ecclésiastique une bonne action qu'il avait faite. Un tel souvenir réjouit toujours l'âme. Cet homme était naturellement humain, compatissant. Il sentait les peines d'autrui par les siennes, et le bien-être n'avait point endurci son cœur. Enfin, les leçons de la sagesse et une vertu éclairée avaient affermi son bon naturel. Il accueille le jeune homme, lui cherche un gîte, l'y recommande. Il partage avec lui son nécessaire à peine suffisant pour deux. Il fait plus, il l'instruit, le console. Il lui apprend l'art difficile de supporter patiemment l'adversité. Gens à préjugés. Est-ce d'un prêtre, est-ce en Italie que vous eussiez espéré tout cela? Cet honnête ecclésiastique était un pauvre vicaire savoyard qu'une aventure de jeunesse avait mis mal avec son évêque. Après un tableau des malheurs et des vertus de son protecteur, « Je me lasse, dit Rousseau, de parler en tierce personne, mais c'est un soin fort superflu, car vous sentez bien, chers concitoyens, que ce malheureux fugitif, c'est moi-même. Je me crois assez loin des désordres de ma jeunesse pour oser les avouer, et la main qui m'en tira mérite bien qu'au dépend d'un peu de honte, je rende au moins quelque honneur à ses bienfaits. » Échappé aux mains cruelles des moines, recueilli et réchauffé par un bon samaritain, il se vit un moment à la porte de la fortune et des honneurs. Il fut attaché à la légation de France à Venise, et il fit, pendant l'absence de l'ambassadeur, les fonctions de secrétaire d'ambassade. L'ambassadeur, qui était fort avare, voulut partager avec lui l'argent que la cour de France passe dans ces circonstances en gratification au secrétaire. Pour l'engager à faire ce sacrifice, l'ambassadeur lui disait « Vous n'avez point de dépenses à faire, point de maison à soutenir pour moi, je suis obligé de raccommoder mes bas. » « Et moi aussi, dit Rousseau, mais quand je les raccommode, il faut bien que je paye quelqu'un pour faire vos dépêches. » J'observais à cette occasion que tous les ambitieux finissaient par être avares, que l'avarice même n'était qu'une ambition passive, et que ces deux passions sont également dures, cruelles et injustes. Le caractère de cet ambassadeur était bien connu aux affaires étrangères. Une personne digne de foi m'a cité plusieurs traits de son avarice. 3 souliers, disait-il souvent, équivalent à 2 paires, parce qu'il y en a toujours un plutôt usé que l'autre, en conséquence, il se faisait toujours faire 3 souliers à la fois. Rousseau a vécu à Montpellier, en Franche-Comté, en Suisse, aux environs de Neuchâtel, mais j'ignore à quelles époques.
Je lui ai fait rarement des questions à ce sujet. Il ne me communiquait de sa vie passée que ce qui lui plaisait. Content de lui tel que je le voyais, peu m'importait ce qu'il avait été. Un jour, cependant, je lui demandai s'il n'avait pas fait le tour du monde et s'il n'était pas le saint-preux de sa nouvelle Héloïse. Non, non, me dit-il, je ne suis pas sorti de l'Europe. Saint-Preux n'est pas tout à fait ce que j'ai été, mais ce que j'aurais voulu être. Il paraît que sa destinée, au défaut des richesses, sema sur sa route un peu de bonheur. Il eut un ami dans la personne de George Keith, milord maréchal, gouverneur de Neuchâtel. Il en conservait précieusement la mémoire. Ils avaient formé le projet, conjointement avec un capitaine de la Compagnie des Indes, d'acheter chacun une métairie sur les bords du lac de Genève pour y passer leurs jours. Les trois solitudes auraient été entre elles à une demi-lieue de distance. Quand l'un des amis aurait voulu recevoir la visite des deux autres, il aurait arboré un pavillon au haut de sa maison. Par cet arrangement, chacun d'eux se ménageait la liberté dans son habitation et la vue du toit d'un ami. Il a demeuré plusieurs années à Montmorency, dans une petite maison située à mi-côte au milieu du village. Mais il en a occupé une bien plus agréable dans le bois même de Montmorency. C'était un lieu charmant, me dit-il, qu'on appelait l'Ermitage, mais il n'existe plus, on l'a gâté. J'allais souvent me promener dans un endroit retiré de la forêt et qui me plaisait beaucoup. Un jour, j'y trouvai des sièges de gazon. Oh, cette surprise me fit grand plaisir. Vous aviez donc des amis, lui dis-je. Oh, dans ce temps-là, j'en avais, reprit-il, mais à présent, je n'en ai plus. Pourquoi, lui disais-je une fois, avez-vous quitté le séjour de la campagne que vous aimez tant pour habiter une des rues de Paris les plus bruyantes? Il faut, me répondit-il, pouvoir vivre à la campagne. Mon état de copiste de musique m'oblige d'être à Paris. D'ailleurs, on a beau dire qu'on vit à bon marché à la campagne, on y tire presque tout des villes. Si vous avez besoin de 2 liards de poivre, il vous en coûte 6 sous de commission. Et puis, j'y étais accablé de gens indiscrets. Un jour, entre autres, une femme de Paris, pour m'épargner un port de lettre de 4 sous, m'en fit goûter près de 4 francs. Elle m'envoya une lettre à Montmorency par un domestique. Je lui donnai à dîner et un écu pour sa peine. C'était bien la moindre chose. Il avait fait le chemin à pied et il venait pour moi. Quant à la rue Plâtrière, c'est la première rue où j'ai logé en arrivant à Paris. C'est une affaire d'habitude. Il y a 25 ans que j'y demeure. Il avait épousé mademoiselle Levasseur du pays de Bresse, de la religion catholique. Après avoir jeté un coup d'œil sur les événements de sa vie, passons à sa constitution physique. Dans la plupart de ses voyages, il aimait à aller à pied. Mais cet exercice n'avait jamais pu l'accoutumer à marcher sur le pavé. Il avait les pieds très sensibles. Je ne crains pas la mort, disait-il, mais je crains la douleur. Cependant, il était très vigoureux. À plus de 60 ans, il allait après-midi au Pré Saint-Gervais, ou bien il faisait le tour du bois de Boulogne, sans qu'à la fin de cette promenade il parût fatigué. Il avait eu des fluxions aux dents qui lui en avaient fait perdre une partie. Il faisait passer la douleur en mettant de l'eau très froide dans sa bouche. Il avait observé que la chaleur des aliments occasionne les maux de dents et que les animaux qui boivent et mangent froid, les uns les ont fort saines. J'ai vérifié la bonté de son remède et de son observation, car les peuples du Nord, entre autres les Hollandais, ont presque tous les dents gâtées par l'usage du thé et qu'ils boivent très chaud, et les paysans de mon pays les ont très blanches. Dans sa jeunesse, il eut des palpitations si fortes qu'on entendait les battements de son cœur de l'appartement voisin. J'étais alors amoureux, me dit-il,
je fus trouvé à Montpellier M. Fitz, fameux médecin. Et en me regardant, riant, et en me frappant sur l'épaule, mon bon ami, me dit-il, buvez-moi de temps en temps un bon verre de vin. Il appelait les vapeurs la maladie des gens heureux. Les vapeurs de l'amour sont douces, lui dis-je, mais si vous aviez avec celle-ci éprouvé celle de l'ambition, vous en jugeriez peut-être autrement. Il avait du temps à autre quelques ressentiments de ce mal. Il m'a conté qu'il n'y avait pas longtemps, il avait cru mourir un jour qu'il était dans le cul-de-sac, dauphin, sans en pouvoir sortir parce que la porte des Tuileries était fermée derrière lui et que l'entrée de la rue était barrée par des carrosses. Mais dès que le chemin fut libre, son inquiétude se dissipa. Il avait appliqué à ce mal le seul remède convenable à tous les maux, qui est d'en ôter la cause. Il s'abstenait de méditation, de lecture et de liqueurs fortes. Les exercices du corps, le repos de l'âme et la dissipation avaient achevé d'en affaiblir les effets. Il fut longtemps affligé d'une descente et d'une rétention d'urine qui l'obligèrent d'user de bandages et d'une sonde. Comme il vivait à la campagne et presque toujours seul dans les bois, il imagina de porter une robe longue et fourrée pour cacher son incommodité, et comme dans cet état une perruque était peu commode, il se coiffa d'un bonnet. Mais d'un autre côté, cet habillement paraissant extraordinaire aux enfants et aux badauds qui le suivaient partout, il fut obligé d'y renoncer. Voilà comment on a attribué à l'esprit de singularité ce prétendu habit d'Arménien que ses infirmités lui avaient rendu nécessaire. Il s'est guéri à la fin de ses maux en renonçant à la médecine et aux médecins. Il ne les appelait pas, même dans les accidents les plus imprévus. En 1776, à la fin de l'automne, en descendant seul le soir la pente de Ménilmontant, un de ces grands chiens danois que la vanité des riches fait courir dans les rues au-devant de leurs carrosses, pour le malheur des gens de pied, le renversa si rudement sur le pavé qu'il en perdit toute connaissance. Des gens charitables qui passaient le relevèrent. Il avait la lèvre supérieure fendue, le pouce de la main gauche tout écorché. Il revint à lui. On voulut lui chercher une voiture. Il n'en voulut point, de peur d'y être saisi de froid. Il revint chez lui à pied. Un médecin accourut, il le remercia de son amitié, mais il refusa son secours et se contenta de laver ses blessures, qui au bout de quelques jours se cicatrisèrent parfaitement. C'est la nature, disait-il, qui guérit, ce ne sont pas les hommes. Dans les maladies intérieures, il se mettait à la diète et voulait être seul, prétendant qu'alors le repos et la solitude étaient aussi nécessaires au corps qu'à l'âme. Son régime en santé l'a maintenu frais, vigoureux et gai jusqu'à la fin de sa vie. Il se levait à 5 heures du matin en été, se mettait à copier de la musique jusqu'à 7h30. Alors il déjeunait, et pendant le déjeuner, il s'occupait à arranger sur des papiers les plantes qu'il avait cueillies l'après-midi de la veille. Après déjeuner, il se remettait à copier de la musique, il dînait à 12h30, à 1h30 il allait prendre du café, assez souvent au café des Champs-Élysées, où nous nous donnions rendez-vous. Ensuite, il allait herboriser dans les campagnes, le chapeau sous le bras en plein soleil, même dans la canicule. Il prétendait que l'action du soleil lui faisait du bien. Cependant, je lui disais que tous les peuples méridionaux couvraient leur tête de coiffures d'autant plus élevées et qu'ils approchent plus de la ligne. Je lui citais les turbans des Turcs et des Persans, les longs bonnets pointus des Chinois et des Siamois, les mitres élevés des Arabes, qui cherchent tous à ménager entre leur tête et leur coiffure un grand volume d'air, tandis que les peuples du Nord n'ont que des toques.
J'ajoutais que la nature fait croire dans les pays chauds les arbres à larges feuilles, qui semblent destinés à donner aux animaux et aux hommes des ombrages plus épais. Enfin, je lui rappelais l'instinct des troupeaux qui vont se mettre à l'ombre au fort de la chaleur. Mais ces raisons ne produisaient aucun effet. Il me citait l'habitude et son expérience. Cependant, j'attribue à ces promenades brûlantes une maladie qu'il éprouva dans l'été de 1777. C'était une révolution de bile avec des vomissements et des crispations de nerfs si violentes qu'il m'avoua n'avoir jamais tant souffert. Sa dernière maladie, arrivée l'année suivante, dans la même saison, à la suite des mêmes exercices, pourrait bien avoir eu la même cause. Autant il aimait le soleil, autant il craignait la pluie. Quand il pleuvait, il ne sortait point. Je suis, me disait-il en riant, tout le contraire du petit bonhomme du baromètre suisse. Quand il rentre, je sors, et quand il sort, je rentre. Il était de retour de la promenade un peu avant la fin du jour. Il soupait et se couchait à 9h30. Tel était l'ordre de sa vie. Ses goûts avaient la même simplicité. À commencer par le sens qui est le précurseur de celui du goût, comme il n'usait point de tabac, il avait l'odorat fort subtil. Il ne recueillait pas de plantes qu'il ne les flairât, et je crois qu'il aurait pu faire une botanique de l'odorat s'il y avait dans les langues autant de noms propres à caractériser les odeurs qu'il y a d'odeurs dans la nature. Il m'avait appris à connaître beaucoup de plantes par les seules émanations. L'œillet à odeur de girofle, la croisette qui sent le miel, le muscari, la prune, un certain chénopodium, la morue salée, une espèce de géranium, le gigot de mouton rôti, une veste de loup façonnée en boîte à savonnette, divisée en côtes de melon avec un tel artifice que, si on cessait à l'ouvrir par là, elle se fend tout à coup par une suture transversale et imperceptible, et vous couvre d'une poussière fétide, et une infinité d'autres. Mais que dire en passant de ces jeux où la nature imite jusqu'aux ouvrages de l'homme comme pour s'en moquer? Il mangeait de tous les aliments, à l'exception des asperges, parce qu'il avait éprouvé qu'elles offensent la vessie. Il regardait les haricots, les petits pois, les jeunes artichauts, comme moins sains et moins agréables que ceux qui ont acquis leur maturité. Il ne mettait pas à cet égard de différence entre les primeurs en légumes et les primeurs en fruits. Il aimait beaucoup les fèves de marais quand elles ont leur grosseur naturelle et que toutefois elles sont encore tendres. Il m'a raconté que dans les premiers temps qu'il vint à Paris, il soupait avec des biscuits. Il y avait alors 2 fameux pâtissiers au Palais Royal, chez lesquels beaucoup de personnes allaient faire leur repas du soir. L'un d'eux mettait du citron dans ses biscuits, l'autre n'en mettait pas. Celui-ci passait pour le meilleur. Autrefois, me disait-il, nous buvions, ma femme et moi, un quart de bouteille de vin à notre souper. Ensuite est venue la demi-bouteille, et à présent nous buvons la bouteille tout entière. Cela nous réchauffe. Il aimait à se rappeler les bons laitages de la Suisse, entre autres celui qu'on mange en quelques endroits des bords du lac de Genève. La crème en été y est couleur de rose, parce que les vaches y pèsent quantité de fraises qui croissent dans les pâturages des montagnes. « Je ne voudrais pas, disait-il, faire tous les jours bonne chère, mais je ne la hais pas. » Un jour que j'étais dans le carrosse de Montpellier, on nous servit à quelques lieues de cette ville un dîner excellent en gibier, en poisson et en fruits. Nous crûmes qu'il nous en coûterait beaucoup. On nous demanda 30 sous par tête. Le bon marché et la société qui se convenait, la beauté du paysage de la saison, nous firent prendre le parti de laisser aller le carrosse. Nous restâmes 3 jours. À nous réjouir, je n'ai jamais fait meilleure chère. On ne jouit des biens de la vie que dans les pays où il n'y a point de commerce.
Le désir de tout convertir en or fait qu'ailleurs on se prive de tout. Cette réflexion peut servir de réponse à ceux de nos politiques modernes qui veulent étendre sans discrétion le commerce d'un pays et qui regardent cette extension comme le plus grand avantage qu'on puisse lui procurer. À l'observation de Jean-Jacques sur les jouissances des peuples qui n'ont point de commerce, j'en ajouterai une sur les privations de ceux qui en ont beaucoup. J'ai un peu voyagé et j'ai vu dans les pays où l'on fabrique beaucoup de draps le peuple presque nu. Dans ceux où l'on engraisse quantité de bœufs et de volailles, le paysan sans beurre, sans œufs et sans viande, et ne mangeant que du pain noir dans ceux où croît le plus beau froment. C'est ce que j'ai vu à la fois en Normandie, dont les campagnes sont les plus fertiles et les plus commerçantes que je connaisse. Au demeurant, personne n'était plus sobre que Rousseau. Dans nos promenades, c'était toujours moi qui lui faisais la proposition de goûter. Il acceptait, mais il fallait absolument qu'il payât la moitié de la dépense, et si je la payais à son insu, il refusait les semaines suivantes de venir avec moi. Vous manquez, disait-il, à nos engagements. Je sais que la gourmandise est un goût de l'enfance, mais c'est aussi quelquefois celui des vieillards. S'il avait en ce vice, combien de tables délicates à Paris auraient été à sa discrétion. Mais la bonne compagnie est plus rare que la bonne chère, et le plaisir disparaissait pour lui dès qu'il était en opposition avec quelque vertu. J'en citerai une occasion où il fut sollicité par un désir fort vif. Un jour d'été très chaud, nous nous promenions au pré Saint-Gervais. Il était tout en sueur. Nous fûmes nous asseoir dans une des charmantes solitudes de ce lieu, sur l'herbe fraîche, à l'ombre des cerisiers, ayant devant nous un vaste champ de groseilliers dont les fruits étaient tout rouges. « J'ai grand soif, me dit-il. Oh, je mangerai bien des groseilles. Elles sont mûres, oh, elles font envie. Il n'y a pas moyen d'en avoir, le maître n'est pas là. » Il n'y toucha pas. Il n'y avait aux environs ni garde, ni maître, ni témoin. Mais il voyait dans le champ la statue de la justice. Ce n'était pas son épée qu'il respectait, c'étaient ses balances. Ses yeux n'étaient pas moins continents que son goût. Jamais il ne les fixait sur une femme, quelque jolie qu'elle fût. Son regard était assuré, même perçant, lorsqu'il était ému. Mais jamais il ne l'arrêtait que sur celui de l'homme auquel il voulait se communiquer. Ce cas rare excepté, il ne s'occupait dans les rues qu'à en sortir sûrement et promptement. Je lui disais un jour, sur son indifférence pour les objets devant lesquels nous passions, « Vous ressemblez à Xénocrates, qui pensait que de jeter les yeux dans la maison d'autrui, c'était autant que d'y mettre les pieds. »« Oh, c'est un peu trop fort, répondit-il. » Le spectacle des hommes, loin de lui inspirer de la curiosité, la lui avait ôté. J'ai souvent remarqué sur son front un nuage qui s'éclaircissait à mesure que nous sortions de Paris et qui se reformait à mesure que nous nous en rapprochions. Quand il était une fois dans la campagne, son visage devenait gai et serein. « Enfin, nous voilà, disait-il, hors des carrosses, du pavé et des hommes. » Il aimait surtout la verdure des champs. « J'ai dit à ma femme, me disait-il, quand tu me verras bien malade et sans espérance d'en revenir, fais-moi porter au milieu d'une prairie, sa vue me guérira. » Il ne voyait pas de fort loin, et pour apercevoir les objets éloignés, il s'aidait d'une lorgnette. Mais de près, il distinguait dans le calice des plus petites fleurs, des parties que j'y voyais à peine, avec une forte loupe. Il aimait l'aspect du mont Valérien, et quelquefois, au coucher du soleil, il s'arrêtait à le considérer, sans rien dire, non pas seulement pour y observer les effets de la lumière mourante au milieu des nuages et des collines d'alentour, mais parce que cette vue lui rappelait les beaux couchers du soleil
dans les montagnes de la Suisse. Il m'en faisait des tableaux charmants. On trouve quelquefois dans la Suisse, disait-il, des positions enchantées. J'ai vu au milieu d'un cratère entouré de longues pyramides de roches sèches et arides, des bassins où croissent les plus riches végétaux et d'où sortent des bouquets d'arbres au centre desquels est bien souvent une petite maison. Vous êtes dans les airs et vous apercevez sous vos pieds des points de vue délicieux. Cependant, ajoutait-il, je ne voudrais pas demeurer sur ces montagnes, parce que les belles vues gâtent le plaisir de la promenade, mais je voudrais y avoir ma maison à mi-côte. Il n'était sensible qu'aux beautés de la nature. Un jour, cependant, que j'allais à Sceaux pour la première fois, il me dit « Vous le verrez avec plaisir. Oh, je n'aime pas les parcs, mais de tous ceux que j'ai vus, c'est celui que je préférerais. » Il n'approuvait pas les changements qu'on avait faits à celui de la Muette, où il allait quelquefois se promener. Les ruines des parcs l'affectaient plus que celles des châteaux. Il considérait avec intérêt ce mélange de plantes étrangères, sauvages et domestiques, ces charmilles redevenues des bois, ces grands arbres jadis taillés qui se hâtent de reprendre leur forme. Ce concours où l'art des hommes ne lutte contre la nature que pour faire connaître son impuissance. Il riait de la bizarrerie de nos riches qui scellent sur les bords de leurs ruisseaux factices des grenouilles et des roseaux de plomb, et qui font détruire avec grand soin ceux qui viennent naturellement. Il se moquait de leur mauvais goût qui leur fait entasser dans de petits terrains les simulacres des ruines d'architecture de tous les peuples et de tous les siècles. Mais quand elles y seraient même bien ordonnées, je crois qu'elles n'en feraient pas plus d'effet. Ce n'est pas parce que les monuments de l'Antiquité inspirent de la mélancolie que nous en aimons la vue. Ô grand, voulez-vous que nos parcs offrent un jour à la postérité des ruines vénérables, comme celles des Grecs et des Romains? Faites régner comme eux la vertu dans vos palais et le bonheur dans les villages. Les athées, disait Rousseau, n'aiment point la campagne. Ils aiment bien celle des environs de Paris, où l'on a tous les plaisirs de la ville, les bonnes tables, les brochures, les jolies femmes. Mais si vous les ôtez de là, ils y meurent d'ennui, ils n'y voient rien. Il n'y a pas cependant sur la terre de peuple que le simple aspect de la nature n'ait pénétré du sentiment de la divinité. Si un homme de génie comme Platon arrivait chez des sauvages avec les découvertes modernes de la physique et qu'il leur dit « Vous adorez un être intelligent, mais vous ne connaissez presque rien de la beauté de ses ouvrages », et qu'il leur fit voir toutes les merveilles du microscope et du télescope, ah, mais quel serait leur ravissement! Il tomberait à ses pieds, il l'adorerait lui-même comme un dieu. Mais comment se peut-il qu'il y ait des athées dans un siècle aussi éclairé que le nôtre? C'est que les yeux se ferment quand le cœur se resserre. On peut juger par ce que sentait Rousseau, qui ne voyait rien dans la nature avec indifférence. Cependant, tout ne l'intéressait pas également. Il préférait les ruisseaux aux rivières. Il n'aimait pas la vue de la mer qui inspire, disait-il, trop de mélancolie. De toutes les saisons, il n'aimait que le printemps. Quand, disait-il, les jours commencent à décroître, l'été est fini pour moi. Mon imagination me représente l'hiver. Vous avez fait, lui dis-je, votre année bien courte. Les beaux paysages de la Suisse vous ont gâté. Si vous aviez vu les longs hivers de la Russie, vous trouveriez les nôtres supportables. La nature, reprenait-il, est une belle femme, gaie, triste, mélancolique, qui ne m'intéresse pas toujours. Au reste, il n'y avait personne qui en tirât plus de jouissance, et il n'y avait pas une plante où il ne trouvât de la grâce et de la beauté. Mais novembre et décembre ne plaisaient qu'à sa raison. Il avait la voix juste et il disait que la musique lui était aussi nécessaire que le pain. Mais quand il voulait chanter en s'accompagnant de son épinette pour me répéter quelques airs de sa composition, il se plaignait de sa mauvaise voix cassée.
Nous nous arrêtions quelquefois avec délice pour entendre le rossignol. Nos musiciens, me faisait-il observer, ont tous imité ses hauts et ses bas, ses roulades et ses caprices. Mais ce qui le caractérise, ces piou-piou prolongés, ces sanglots, ces sons gémissants qui vont à l'âme et qui traversent tout son chant, c'est qu'aucun d'eux n'a pu encore exprimer. Il n'y avait point d'oiseau dont la musique ne le rendît attentif. Les airs de l'alouette qu'on entend dans la prairie tandis qu'elle échappe à la vue, le ramage du pinson dans les bosquets, le gazouillement de l'hirondelle sur les toits des villages, les plaintes de la tourterelle dans les bois, le chant de la fauvette qu'il comparait à celui d'une bergère par son irrégularité, par je ne sais quoi de villageois, lui faisaient naître les plus douces images. Quels effets charmants, disait-il, on en pourrait tirer pour nos opéras où l'on représente des scènes champêtres. On ne finirait pas sur les sensations d'un homme qui, au contraire de ceux qui rapportent à des lois mécaniques des opérations de leur âme, appliquait les affections de la sienne à toutes les jouissances de ses sens. L'amour n'était donc point en lui une simple affaire de tempérament. Il m'a assuré une chose que bien des gens auront peine à croire. C'est que jamais une fille du monde, quelque belle qu'elle fût, ne lui avait inspiré le moindre désir. Il croyait cependant que le simple concours des causes physiques pouvait être dirigé au point non seulement d'ébranler la sagesse, mais même de renverser la raison. Il m'en a cité un exemple frappant. Un jeune homme de Genève, élevé dans l'austérité des mœurs de la Réforme, vint à Versailles du temps du Régent. Il entra le soir au château. La duchesse de Berry tenait le jeu. Il s'approcha d'elle. L'éclat de ses diamants, l'odeur de ses parfums, la vue de sa gorge demi-nue, le mirent tellement hors de lui que tout à coup il se jeta sur le sein de la duchesse, en y collant à la fois ses mains et sa bouche. Les courtisans l'arrachèrent et voulurent le jeter par les fenêtres. Mais la duchesse défendit qu'on lui fît du mal et ordonna qu'on en prît soin. D'un autre côté, il ne regardait pas l'amour comme une simple affection platonique. Il avait refusé de voir une belle femme qu'il avait aimée et qui avait vieilli, pour ne pas perdre l'illusion agréable qui lui en était restée. Il fallait que les agréments de la figure concourussent avec les qualités morales pour le rendre sensible. Alors il leur trouvait tant de pouvoir que l'âge même ne l'aurait pas rendu capable d'y résister s'il n'avait évité les occasions où la résistance serait devenue nécessaire. Mais il n'en regardait pas moins l'amour dans un vieillard comme un désordre de la raison. On n'aime point sans espérance, disait-il. J'aurais mauvaise opinion de la tête d'un vieillard amoureux. Nous parlerons de quelques-unes des inclinations de sa jeunesse lorsqu'il sera question de son âme. Pour ne rien omettre ici de ce qui était étranger à son esprit et à son cœur, je vais parler de sa fortune. Deuxième partie. Un matin que j'étais chez lui, je voyais entrer à l'ordinaire des domestiques qui venaient chercher des rôles de musique ou qui lui en apportaient à copier. Il les recevait debout et tête nue. Il disait aux uns « Il faut tant » et ils recevaient leur argent. Aux autres « Dans quel temps faut-il rendre ce papier ?» « Ma maîtresse, répondait le domestique, voudrait bien l'avoir dans 15 jours. Oh non, cela n'est pas possible, j'ai de l'ouvrage, je ne peux le rendre que dans 3 semaines. Tantôt il s'en chargeait, tantôt il le refusait, en mettant dans les détails de ce commerce toute l'honnêteté d'un ouvrier de bonne foi. En le voyant agir avec cette simplicité, je me rappelais la réputation de ce grand homme. Quand nous fûmes seuls, je ne pus m'empêcher de lui dire « Mais pourquoi ne tirez-vous pas un autre parti de vos talents ?»« Oh, reprit-il, il y a 2 Rousseau dans le monde, l'un riche, ou qui aurait pu l'être, s'il l'avait voulu,
Un homme capricieux, singulier, fantasque, c'est celui du public. L'autre est obligé de travailler pour vivre, et c'est celui que vous voyez. Mais vos ouvrages auraient dû vous mettre à l'aise, ils ont enrichi tant de libraires. Oh, je n'en ai pas tiré 20 000 livres. Encore, si j'avais reçu cet argent à la fois, j'aurais pu le placer, mais je l'ai mangé successivement, comme il est venu. Un libraire de Hollande, par reconnaissance, m'a fait 600 livres de pension viagère, dont 300 livres sont réversibles à ma femme après ma mort. Voilà toute ma fortune. Il m'en coûte 100 louis pour entretenir mon petit ménage. Il faut que je gagne le surplus. Et pourquoi n'écrivez-vous plus? Plût à Dieu que je n'eus jamais écrit. C'est là l'époque de tous mes malheurs. Fontenelle me l'avait bien prédit. Il me dit, quand il va mes essais, ah, je vois où vous irez. Mais souvenez-vous de mes paroles, je suis un des hommes qui ont le plus joui de leur réputation. La mienne m'a valu des pensions, des places, des honneurs et de la considération. Et avec tout cela, jamais aucun de mes ouvrages ne m'a procuré autant de plaisir qu'il m'a occasionné de chagrin. Dès que vous aurez pris la plume, vous perdrez le repos et le bonheur. Ah, il avait bien raison. Je les ai retrouvés que depuis que je l'ai quitté. Il y a 10 ans que je n'ai rien écrit. J'en avais ouï dire autant de Racine. Voilà 3 hommes comblés de réputation et 3 malheureux. Le sort d'un homme de lettres est donc bien à plaindre en France. Mais pourquoi, lui disais-je encore, n'avez-vous pas eu au moins vendu vos manuscrits plus chers? Il me fit alors le détail du prix qu'il en avait reçu, que j'ai oublié en partie. Il en avait tiré tout ce qu'il en pouvait tirer. Les 1000 avaient été vendus 7000 livres, les libraires s'excusaient sur les contrefaçons. Mais, reprenais-je, ne contrefont-ils point à leur tour les ouvrages de leurs confrères? Que résulte-t-il de leur sophisme? C'est que le corps des auteurs ne tire presque rien de ces travaux, tandis que le corps des libraires en recueille presque tout le bénéfice. Quand on attaque des abus des particuliers qui tiennent à un corps, il faut attaquer les membres et le corps à la fois, sans quoi les premiers se couvrent du crédit de leur corps, et le corps rejette sur ses membres les abus dont il s'enrichit. Pourquoi un auteur ne ferait-il pas saisir, partout ailleurs que chez son libraire, son ouvrage comme un bien qui est à lui, partout où il se trouve? La loi le permet à la vérité, répondait-il. Mais il faut tant d'après, tant d'ordre, tant de démarches. Et puis combien de fois n'arrive-t-il pas aux magistrats et aux intendants de protéger eux-mêmes des fraudes sous prétexte du bien du commerce de leur province? J'entends, ça leur vaut des bibliothèques qui ne leur coûtent rien, mais vous auriez dû faire de nouvelles éditions. Si l'on ajoute et ne tranche rien à un ouvrage, le libraire n'a pas besoin de l'auteur. Si on y fait des changements, on trompe le libraire et ceux qui ont acheté la première édition. J'ai toujours mis dans la première tout ce que j'avais à y mettre. Il me raconta que, dans le temps même où il me parlait, un libraire de Paris mettait en vente une nouvelle édition de ses ouvrages et répandait le bruit que, pour dédommager Rousseau de la peine qu'il avait prise à la faire, il lui avait passé, ainsi qu'à sa femme, un contrat de 1000 écus de pension. Rousseau pria un de ses amis de s'en informer. Le libraire eut l'impudence de lui affirmer ce mensonge. Rousseau s'en plaignit à M. de Sartine. Oh, il n'en eut point de justice. C'est le même libraire qui a ajouté à ses ouvrages, à la fin de 1778, un 9e volume de pièces falsifiées et qui depuis est devenu fou. Une autre fois, je lui disais, le prince de Conti, qui vous aimait bien, aurait dû vous laisser une pension par son testament. Oh, j'ai prié Dieu de n'avoir jamais à me réjouir de la mort de personne. Oui, mais pourquoi ne vous a-t-il pas fait du bien pendant sa vie? Oh, c'était un prince qui promettait toujours et qui ne tenait jamais. Il s'était engoué de moi, il m'a causé de violents chagrins.
Si jamais je me suis repenti de quelque démarche, c'est de celle que j'ai faite auprès des grands. Mais vous avez augmenté les plaisirs des riches et on dit que vous avez constamment refusé leurs bienfaits. Lorsque je donnai mon devin du village, un duc m'envoya 4 louis pour environ 66 livres de musique que je lui avais copiés. Je pris ce qui m'était dû et je lui renvoyai le reste. On répandit partout que j'avais refusé ma fortune. D'ailleurs, ne faut-il pas estimer un homme pour l'accepter comme son bienfaiteur? La reconnaissance est un grand lien. Et votre devin du village, qui rapporte chaque année tant d'argent à l'opéra, aurait dû seul vous mettre à son aise, à votre aise. Je l'ai vendu 1200 livres une fois payé, avec mes entrées pour toute ma vie. Mais les directeurs de l'opéra me les ont refusées, pour avoir écrit contre la musique française, condition que je n'avais certainement pas comprise dans mes engagements. Un soir que je voulais y entrer, on me refusa la porte. Je payai un billet 7 livres d'ici et je dus me placer au milieu de l'amphithéâtre. Ils ont rompu notre accord les premiers. Aussi leur rendant l'argent que j'en ai reçu, je rentre dans tous mes droits et je pense compter avec eux de clair à maître. J'ai demandé justice et je n'ai pu l'obtenir, mais je pourrais léguer ces droits par mon testament à un homme qui aura assez de crédit pour leur faire prendre ma part du bénéfice au profit des pauvres. Il me nomma son légataire, c'était l'archevêque de Paris, et tout en plaignant Rousseau, je ne pus m'empêcher de rire. Mais j'ai ouï dire que, quand vous donnâtes votre devin du village, madame la marquise de Pompadour vous avait envoyé un service d'argenterie dont vous n'acceptâtes qu'un couvert en disant qu'un seul suffisait à qui mangeait seul. J'ai été calomnié de toutes les manières. Elle m'envoya 50 louis et je les pris. Au reste, je n'ai refusé ma fortune d'aucun souverain. Et pourquoi n'avez-vous pas accepté la pension du roi d'Angleterre que M. Hume vous avait procurée? Excusez mes questions indiscrètes. Vous me faites le plus grand plaisir. On ne détruit les calomnies qu'en les mettant au jour. Quand je passai en Angleterre avec M. Hume, j'eus plusieurs sujets de m'en plaindre. Il ne faisait point manger avec lui mademoiselle Levasseur, qui était ma gouvernante. Il se fit graver et coiffer en aile de pigeon, beau comme un petit ange, quoiqu'il fût fort laid. Et dans une autre estampe, qui servait de pendant à la sienne, il me fit représenter comme un ours. Il me montrait en spectacle dans sa maison, sans dire un seul mot. Enfin, croyant avoir raison de m'en plaindre, je refusai ses services, et je me séparai d'avec lui. Le roi d'Angleterre me fit assurer qu'il me donnait de son plein gré 100 guinées de pension, sans aucun égard à M. Hume. J'acceptai avec reconnaissance. À quelque temps de là, parut à Londres une satire abominable sur mon compte. Je crus que les Anglais en étaient les auteurs. J'y préparai une réponse. Avant de la faire paraître, il me sembla qu'il ne convenait pas de dire du mal d'une nation et de recevoir des bienfaits de son souverain, de le renoncer à la pension afin d'avoir le cœur net et libre. Point du tout. J'apprends que c'était en France qu'on avait fabriqué ces détestables pamphlets. Je me crus obligé de chanter la palinodie. De retour à Paris, j'écrivis à l'ambassadeur d'Angleterre, qui ne me répondit point. J'avais auprès de lui Walpole, mon ennemi, l'auteur d'une lettre supposée du roi de Prusse, lettre qui compromet l'honneur d'un souverain, et dont l'auteur par tout pays aurait été puni si son objet n'avait pas été de me tourner en ridicule. On apporta chez moi, quelque temps de là, une somme d'argent dont on me demanda quittance, sans vouloir dire de quelle part elle venait. J'étais absent. J'avais donné ordre à ma femme, en pareil cas, de refuser. Je n'en ai plus entendu parler depuis. L'Angleterre, dont on fait en France de si beaux tableaux, un climat si triste,
Mon âme fatiguée de tant de secousses y était dans une mélancolie si profonde que dans tout ce qui s'est passé, je pense avoir fait des fautes, mais sont-elles comparables à celles de mes ennemis, qui m'y ont persécuté, quand il n'y aurait que celle d'avoir trahi ma confiance et d'avoir rendu public des querelles particulières? Mais ne pouviez-vous pas prendre quelque autre état que celui de copiste de musique? Il n'y a point d'emploi qui ne s'écharge. Il faut une occupation. J'aurai 100 000 livres de rente que je copierai de la musique. Je l'aime, et c'est pour moi à la fois un travail et un plaisir. D'ailleurs, je ne me suis ni élevé au-dessus, ni abaissé au-dessous de l'état où la fortune m'a fait naître. Je suis fils d'un ouvrier, et ouvrier moi-même. Je fais ce que j'ai fait dès l'âge de 14 ans. Ce qui précède est un précis presque littéral d'une conversation que j'eus un soir avec lui sur sa fortune. Il venait des hommes de tout état le visiter, et je fus témoin plus d'une fois de la manière sèche dont il en conduisait quelques-uns. Je lui disais, sans le savoir, ne vous serais-je pas importun comme ces gens-là? Oh, quelle différence d'eux à vous! Ces messieurs viennent par curiosité, pour dire qu'ils m'ont vu, pour connaître les détails de mon petit ménage et pour s'en moquer. Mais ils y viennent, lui dis-je, à cause de votre célébrité. Il répéta avec humeur, célébrité, célébrité. Ce mot le fâchait. L'homme célèbre avait rendu l'homme sensible trop malheureux. Pour moi, je ne le quittai point sans avoir soif de le revoir. Un jour que je lui rapportais un livre de botanique, je rencontrai dans l'escalier sa femme qui descendait. Elle me donna la clé de la chambre en me disant « Vous y trouverez mon mari ». J'ouvre sa porte. Il me reçoit sans rien dire, d'un air austère et sombre. Je lui parle. Il ne me répond que par monosyllabes, toujours en copiant sa musique. Il effaçait et ratissait à chaque instant son papier. J'ouvre, pour me distraire, un livre qui était sur sa table. « Ah, monsieur aime la lecture, me dit-il d'une voix troublée. Je me lève pour me retirer. Il se lève en même temps et me reconduit jusque sur l'escalier, en me disant, comme je le priais de ne pas se déranger, « C'est ainsi qu'on en doit user envers les personnes avec lesquelles on n'a pas une certaine familiarité. » Je ne lui répondis rien, mais agité jusqu'au fond du cœur d'une amitié si orageuse, je me retirai résolu de ne plus retourner chez lui. De son caractère. Il y avait 2 mois et demi que je ne l'avais vu lorsque nous nous rencontrons une après-midi au détour d'une rue. Il vint à moi et me demanda pourquoi je ne venais plus le voir. « Vous en savez la raison, lui répondis-je. « Bon, il y a des jours, me dit-il, où je veux être seul. J'aime mon particulier. Je reviens si tranquille, si content de mes promenades solitaires. Là, je n'ai manqué à personne et personne ne m'a manqué. Je serais fâché, ajouta-t-il d'un air attendri, de vous voir trop souvent, mais je serais encore plus fâché de ne vous voir pas du tout. » Puis, tout ému, « Je redoute l'intimité, j'ai fermé mon cœur. Mais j'ai un projet, faisant de ses mains comme s'il m'eût toisé, quand le moment sera venu. » « Et que ne mettez-vous, lui répondis-je, un signal à votre fenêtre quand vous voulez recevoir ma visite, comme vous vouliez en mettre un avec vos amis sur les bords du lac de Genève? Ou si vous l'aimez mieux quand je vais vous voir et que vous voulez être seul, que ne m'en prévenez-vous? » « L'humeur me surmonte, reprit-il. Elle vous en percevez-vous pas bien? Je la contiens quelque temps, j'en suis plus le maître. Elle éclate malgré moi. J'ai mes défauts, mais quand on fait cas de l'amitié de quelqu'un, il faut prendre le bénéfice avec les charges. » Et il m'invita à dîner chez lui pour le lendemain.
On peut juger par ce trait de la noble franchise de son caractère, mais avant d'en citer d'autres, je me permettrai quelques réflexions sur ce que j'entends par caractère. Il me semble que le caractère est le résultat de nos qualités physiques et morales. Nos philosophes l'attribuent au climat, mais ils se trompent, car il en résulterait que tous les hommes sous la même latitude auraient le même caractère, ce qui est contraire à l'expérience. Le Turc grave, silencieux, résigné, et le Grec étourdi, babillard, inquiet, l'ancien Romain et l'Italien moderne, enfin le Capucin et le danseur d'opéra, sont enveloppés de la même atmosphère et vivent dans le même climat. Pour trouver l'origine de nos caractères, il faut remonter à des lois moins mécaniques et distinguer dans les hommes deux caractères, l'un donné par la nature et l'autre par la société. Le caractère naturel est très varié, comme nous le voyons par le tempérament de chaque homme. Être vif ou flegmatique, léger ou robuste, adroit ou fort, gai ou sérieux, brusque ou patient, sont des différences nécessaires au plan de la nature, qui destinent l'homme à remplir sur la terre une infinité d'emplois très variés, et qui a varié de même les inclinations, les goûts, et j'ose dire les instincts de l'homme. Chacune de ces différences est bonne en elle-même. J'ai une si haute opinion de la sagesse des lois de la nature que si chaque homme remplissait la place à laquelle elle l'a destiné par son caractère, il serait le plus grand, le plus extraordinaire qui eût paru. On est forcé, pour trouver des preuves de l'excellence du caractère naturel de l'homme, de recourir aux peuples les plus voisins de la nature. Tous nos voyageurs n'en parlent qu'avec éloge. Je n'en citerai qu'un seul, mais dont le témoignage ne doit pas être suspect à ceux mêmes qui se plaisent à calomnier la nature humaine. C'était un homme chargé par le gouvernement d'observer les peuples de l'Amérique septentrionale. Ce qui surprend infiniment, dit-il, dans des hommes dont tout l'extérieur n'annonce rien que de barbares, c'est de les voir se traiter entre eux avec une douceur et des égards qu'on ne trouve point parmi le peuple dans les nations les plus civilisées. On n'est pas moins charmé de cette gravité naturelle et sans faste qui règne dans toutes leurs manières, dans toutes leurs actions et jusque dans la plupart de leurs divertissements, ni de cette honnêteté, de cette déférence qu'ils font paraître avec leurs égaux, ni de ce respect des jeunes gens pour les personnes âgées, ni enfin de ne les voir jamais se quereller entre eux avec ces paroles indécentes et ces jurements si communs parmi nous. Les qualités du cœur leur sont si naturelles qu'ils ne les regardent pas même comme des vertus, telles que l'amitié, la compassion, la reconnaissance. Le soin qu'ils prennent des orphelins, des veuves, des infirmes, l'hospitalité qu'ils exercent d'une manière si admirable, ne sont pour eux qu'une suite de la persuasion où ils sont, que tout doit être commun entre tous les hommes. Chacun, dit-il en parlant de l'amitié, chacun parmi eux a un ami à peu près de son âge, auquel il s'attache et qui s'attache à lui par des liens indissolubles. Deux hommes ainsi unis pour leurs intérêts communs doivent tout faire et tout risquer pour s'entraider et se secourir mutuellement. La mort même, à ceux qui le croient, ne les sépare que pour un temps. Ils comptent bien se rejoindre dans l'autre monde pour ne plus se quitter, persuadés qu'ils y auront encore besoin l'un de l'autre. Qu'on ne s'imagine pas que ces qualités soient l'effet de l'éducation. Les pères et les mères ont pour leurs enfants une tendresse qui va jusqu'à la faiblesse. Jamais ils ne les maltraitent dans leurs écarts, et ils se contentent de dire « ils n'ont pas de raison ». Et quand ils les poussent à bout, ils leur jettent un peu d'eau au visage. Et cette punition leur est si sensible qu'un jour, une jeune fille dit à sa mère après l'avoir reçue « Tu n'auras plus de fille ». Puis elle s'étrangla de désespoir. Mais d'où viennent donc ces admirables qualités de la nature auxquelles ils laissent le temps de se développer? Je ne me lasse point de transcrire le soin que les mères prennent de leurs enfants, tandis qu'ils sont encore au berceau,
est au-dessus de toute expression et fait voir bien sensiblement que nous gâtons souvent tout par les réflexions que nous ajoutons à ce que nous a inspiré la nature. Ces mères ne les quittent jamais, elles les portent partout avec elles, et lorsqu'elles semblent succomber sous le poids dont elles se chargent, le berceau de leur enfant n'est compté pour rien. On dirait même que ce surcroît de fardeau est un adoucissement qui rend le reste plus léger. Rien n'est plus propre que ces berceaux. L'enfant y est commodément et mollement couché, mais il n'est bandé que jusqu'à la ceinture, de sorte que, quand le berceau est droit, ces petites créatures ont la tête et la moitié du corps pendant. On s'imaginerait en Europe qu'un enfant qu'on laisserait en cet état deviendrait tout contrefait. Il arrive au contraire que cela leur rend le corps souple, car ils ont tous d'une taille et d'un port que les mieux faits parmi nous envieraient. Que pouvons-nous opposer à une expérience si générale? Le voyageur entre ensuite dans quelques détails sur l'éducation des enfants des sauvages. Au sortir du berceau, ils ne sont légers en qu'une manière, et dès qu'ils peuvent se rouler sur les pieds, sur les mains, on les laisse aller où ils veulent, tout nus, dans l'eau, dans les bois, dans la boue, dans la neige. Ce qui leur fait un corps robuste, leur donne une grande souplesse dans les membres, les endurcit contre les injures de l'air. Les pères et les mères ne négligent rien pour inspirer à leurs enfants certains principes d'honneur qu'ils conservent toute leur vie. Quand ils les instruisent sur cela, c'est toujours d'une manière indirecte. La plus ordinaire est de leur raconter de belles actions de leurs ancêtres ou de ceux de leur nation. Ces jeunes gens prennent feu à ces récits et ne soupirent plus qu'après les occasions d'imiter ce qu'on leur fait admirer. Quelquefois, pour les corriger de leurs défauts, on emploie les prières et les larmes, mais jamais les menaces. Une mère qui voit sa fille se comporter mal se met à pleurer. Celle-ci lui en demande le sujet, elle se contente de lui dire « Tu me déshonores ». Il est rare que cette manière de reprendre ne soit pas efficace. Ce témoignage est celui d'un homme d'esprit, d'un missionnaire et qui plus est d'un jésuite, le père Charles Voix. Seulement il a fait suivre ses réflexions de correctifs qui paraissent l'ouvrage de la société dont il était membre, plutôt que le témoignage d'un homme qui partout ailleurs regrette le bonheur de ces peuples simples et naturels, et qui avoue que plusieurs Français ont vécu comme eux, et s'en sont si bien trouvés qu'ils n'ont jamais pu gagner sur eux de revenir dans la colonie, quoiqu'ils puissent y être fort à leur aise. Il n'a même jamais été possible à un seul sauvage de se faire à notre manière de vivre. On en a pris au maillot, on les a élevés avec beaucoup de soin, on n'a rien omis pour leur ôter la connaissance de ce qui se passait chez leurs parents. Toutes ces précautions ont été inutiles. La force du sang l'a emporté sur l'éducation. Dès qu'ils se sont vus en liberté, ils ont mis leurs habits en pièces et sont allés au travers des bois chercher leurs compatriotes dont la vie leur a paru plus agréable que celle qu'ils avaient menée chez nous. Ils n'ont pas envie de jouir de ces faux biens que nous estimons tant, que nous achetons au prix des véritables et que nous goûtons si peu. Avant de connaître nos vices, rien ne semblait troubler leur bonheur. L'ivrognerie les a rendus intéressés et a troublé la douceur qu'ils goûtaient dans le commerce de la vie domestique. Toutefois, comme ils se sont frappés que de l'objet présent, les maux que leur a causés cette passion n'ont point encore tourné en habitude. Ce sont des orages qui passent, et dont la bonté de leur caractère et le fond de tranquillité dans lequel ils ont vécu, au sein de la nature, leur ôtent presque le souvenir, quand le mal est fini. Mais quel est celui qui pourrait raconter leur courage dans les combats, leur constance dans les tourments, dans les maladies, et aux approches de la mort? Que ceux qui douteront encore de la bonté du caractère naturel le considèrent dans les enfants, et qu'ils se rappellent ce passage de la vie de Jésus-Christ dans l'évangile de saint Marc, chapitre 10, verset 13.
Jésus leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez point, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Voilà donc pour le caractère naturel. Si nous voulions classer le genre humain d'après les nuances que présente ce caractère, il me semble que les divisions suivant lesquelles nous le classerions seraient la franchise, la sincérité, l'amitié, l'hospitalité, la bienfaisance, l'intrépidité, le patriotisme, la douceur, la constance et la bonté. Au contraire, si nous recueillons les diverses observations de ceux qui ont écrit sur nos mœurs, nous verrons que le caractère social divise les hommes en tartuffes, en médisants, en menteurs, en jaloux, en méchants, en flatteurs, en fanfarons, en indiscrets, en fripons, en orgueilleux, en trompeurs ou amis de la maison. Voilà, si l'on en croit nos philosophes et nos poètes, l'histoire de l'espèce humaine parmi nous, sans compter une infinité d'autres caractères qui n'ont pas osé tracer, parce que ces caractères inspirent trop de dégoût ou trop d'horreur, comme le voleur, la femme publique, le calomniateur, l'assassin et l'impie. On m'objectera peut-être que nos tragédies offrent de grands caractères, oui, mais tous les héros de la vertu ou de la tragédie sont étrangers. Tous ceux du vice ou de la comédie sont nationaux. Je ne parle pas des autres ridicules mis sur la scène parmi nous, comme les pères trompés, les domestiques fripons, les maris abusés, les médecins, les gens de robe, les poètes, les tuteurs. Enfin, tous les liens de la nature et de la société brisés par le ridicule. Les diverses occupations de la vie sauvage n'en pourraient jamais être susceptibles. Leur bonté intrinsèque en repousserait les traits. Le chasseur, le pêcheur, le guerrier, s'ils pouvaient être placés sur nos théâtres, n'abuseraient jamais. Et plus je considère les lois de la nature, plus je les admire. Elles nous destinaient à remplir sur la terre une multitude d'occupations, à habiter une infinité de climats. En conséquence, elle a varié dans chacun de nous les instincts, les goûts particuliers et les caractères. Mais ce ne sont que des modifications nécessaires à son plan, dont aucune ne mérite de préférence que d'une manière relative. Quant au caractère social, la société qui nous le donne commence dès notre naissance à rompre les premiers liens de la famille et de la patrie en nous plaçant sous le sein d'une nourrice mercenaire. Ensuite, elle nous livre à l'éducation publique qui modifie et souvent altère le caractère naturel par son uniformité. En voyant dans nos collèges une multitude de jeunes gens de qualités et de tempéraments si différents, destinés à des emplois si divers, recevoir les mêmes leçons du même régent, je crois voir des arbres à fruits de toutes sortes d'espèces taillés à la même hauteur, de la même manière et par les mêmes ciseaux. Cette éducation les déprave d'ailleurs par ses méthodes, en les occupant 7 ans de suite de questions de grammaire ou en leur apprenant à toujours parler et à ne jamais agir, à voir les beaux discours honorés et les bonnes actions sans récompense. Elle remplit enfin l'esprit de la jeunesse de contradictions en insinuant, suivant les auteurs qu'on explique, des maximes républicaines ambitieuses et dénaturées. On rend les hommes chrétiens par le catéchisme païen, par les beaux vers de Virgile, grecs ou romains par l'étude de Démosthène ou de Cicéron, jamais français. On les élève au-dessus de leur siècle par les traits d'héroïsme de l'Antiquité, et on les met au-dessous des bêtes par des châtiments qui les avilissent. L'effet de cette éducation si vaine, si contradictoire, si atroce, est de les rendre pour toute leur vie babillards, cruels, trompeurs, hypocrites, sans principe, intolérants. Voilà parmi nous l'effet d'une bonne éducation. Voyons ce que le monde y ajoute. Ils n'ont tous remporté du collège que le désir de remplir la première place en entrant dans la société, que la vanité qui se laisse conduire par l'amour des louanges
et la crainte du blâme. Les femmes et les livres les pénètrent de leurs opinions à la manière des régents, en les louant ou en se moquant d'eux. Enfin, ils sont battus de tant de maximes qui se croisent et se contredisent, qu'ils voient que leurs études ne peuvent leur servir à rien pour parvenir. Et la plupart finissent par une ambition négative qui cherche à abattre tout ce qui s'élève pour se mettre à sa place. C'est l'esprit du siècle. Ainsi, tous les maux de la société sortent du collège, sous le nom spécieux d'émulation. C'est elle qui fait naître les duels, les procès, les querelles, les calomnies. Pour moi, en considérant que le cœur humain n'a que deux ressorts, l'ambition et l'amour, je trouve qu'il serait plus raisonnable de leur apprendre à aimer qu'à avoir de l'ambition. Car cette passion pourrait avoir un but honnête et utile, tandis que l'autre ne peut rien trouver dans la société qui ne tourne à sa ruine. Quoi qu'il en soit, le caractère naturel ne peut jamais être tellement détruit par l'éducation qu'on y revienne dans certains moments. C'est ce qui paraît dans la vie des grands hommes, car les grands hommes se trouvent toujours parmi ceux que leur siècle n'a point entraînés et qui ont conservé du naturel. Aussi on en rencontre fréquemment dans les pays libres. On les voit paraître aussi dans les guerres civiles ou sous le gouvernement des rois qui encouragent tous les hommes et qui détruisent, par leur génie, toute l'aristocratie des partis et des corps. Enfin, on en voit dans tous les États où les hommes ont la liberté de leurs opinions et de leur conscience. Alors, chacun suit les instincts variés que lui a donnés la nature. Chacun se met à sa place. Alors paraissent les hommes héroïques. C'est ainsi que sous Henri IV, après les guerres de la Ligue, et sous Louis XVI, nous avons vu se former tant de grands hommes, comparables les premiers par leur vertu à ceux du siècle de Jules César, les autres par leur talent à ceux du siècle d'Auguste. Après les guerres civiles, comme après les mouvements de fièvre, le sang s'épure et les corps reprennent leur vigueur. Cette distinction du caractère naturel et du caractère social m'a paru nécessaire pour bien faire comprendre une chose que disait Rousseau. Je suis d'un naturel hardi et d'un caractère timide. L'un était le caractère donné par la nature, l'autre le caractère acquis ou social. Représentons-nous donc Rousseau, livré en naissant aux douces lois de la nature, élevé par un si bon père, par une tante si indulgente, exalté par la lecture des vies des grands hommes de l'Antiquité, des Scipions et des Lycurgues, invité d'ailleurs par le spectacle de mœurs simples, franches et pures, à être sincère, confiant et bon, représentons-nous-le ensuite, jeté dans un monde corrompu, sans appui, sans fortune, sans crédit et sans intrigue. Quel contraste étrange dut se former entre les mœurs de cet homme simple et celles de la société, entre sa franchise et l'astuce d'autrui, son inexpérience et l'expérience des autres, sa pureté et la corruption du monde. Pour moi, je m'étonne que son caractère naturel ait pu résister à ce choc. Cela me prouve combien la première éducation donne à l'âme une trempe forte et durable. Il dut résulter de ces différents contrastes que le monde fut toujours pour lui un pays ennemi, ce qui le rendit méfiant, timide et sauvage. D'un autre côté, son âme élevée à la vertu et frappée par l'adversité devint supérieure à la fortune et produisit d'immortels ouvrages. Ainsi, une terre préparée au printemps par le souffle du zéphyr et déchirée par le soc de la charrue, reçoit dans son sein les glands que lui confie la main du laboureur et produit des chênes qui bravent les tempêtes. Il sut tirer ce fruit de sa pauvre fortune
qu'un très petit talent lui donna les moyens de revenir à la nature et de suivre son caractère naturel. En élevant une barrière entre lui et les hommes, il échappa au parti et devint maître de ses opinions. Heureux de n'être point obligé de se trahir par de fausses louanges du monde, il regarda toute sa vie la liberté comme la seule chose qui peut nourrir une bonne conscience. Ainsi, il sacrifiait tout à cette noble indépendance qui a élevé et formé sa pensée. Mais ce que j'ai trouvé de plus admirable dans son caractère, c'est que jamais je ne l'entendis médire des hommes dont il avait le plus à se plaindre. Il me disait « Quand je me brouille avec quelqu'un, la première fois, c'est de sa faute ou de la mienne, mais la seconde, à coup sûr, c'est de la mienne. » Il était naturellement disposé à railler, et c'est un caractère commun à Socrate, à Phocion, à Caton, car la vertu a la conscience de sa supériorité sur le vice. Je lui dis un jour que Montesquieu appelait Voltaire le pantalon de la philosophie. Non, dit-il, il en est l'arlequin. Il aimait à répéter une raillerie de Fontenelle sur l'avarice d'un membre de l'Académie. Un jour, l'on faisait une quête pour un pauvre homme de lettres. On s'adressa 2 fois à un académicien qui passait pour avare. Et il dit au second tour « J'ai donné un louis ». Celui qui tenait la bourse lui répondit « Je le crois, mais je ne l'ai pas vu ». Fontenelle répartit aussitôt « Pour moi, je l'ai vu, je ne le crois pas ». On sait combien Voltaire l'avait maltraité, et cependant il ne parlait jamais de lui qu'avec estime. Personne à son gré ne tournait mieux un compliment, mais il ne le trouvait pathétique qu'en vers. Il disait de lui « Oh, son premier mouvement est d'être bon, c'est la réflexion qui le rend méchant ». Il aimait d'ailleurs à parler de Voltaire et à conter le trait de son père qui assistait en cachette à la première représentation d'Édipe et qui, plein de joie, quoique janséniste, ne cessait de s'écrier « Ah, le coquin! Ah, le coquin !» Rousseau me demanda un jour si je n'irais pas le voir comme tous les gens de lettres. « Non, lui dis-je, je serais trop embarrassé pour aborder un homme qui, comme un consul romain, a des peuples pour clients et des rois pour flatteurs. Bon, je ne suis rien, je ne sais même pas tourner un compliment. » « Oh, me dit-il, vous n'avez point une idée convenable de Voltaire, il n'aime point tant à être loué. » Un jour, un avocat du Bugel, étant venu voir, s'écria en entrant dans son cabinet « Je viens saluer la lumière du monde. » Voltaire se mit à crier aussitôt « Madame Denis, apportez les mouchettes !» Un jour que nous parlions du tableau du déluge du Poussin, il cherchait à fixer mon attention sur le serpent qui se dresse sur un rocher pour éviter les eaux dont la terre est toute pénétrée. Après l'avoir écouté, je lui dis « Il me semble voir dans ce sublime tableau un caractère bien plus frappant. C'est l'enfant que le père donne à sa femme sur un rocher. Cet enfant cède de ses petites jambes. L'âme est saisie au milieu des crimes de la terre, des eaux débordées, des foudres lointaines, du spectacle de l'innocence soumise à la même loi que le crime, et de celui de l'amour maternel, plus puissant que l'amour de la vie. » Et il me dit « Ben oui, oui, c'est l'enfant, il n'y a pas de doute. C'est l'enfant qui est l'objet principal. » Il se reprochait plusieurs choses, entre autres ce qu'il avait dit contre les médecins. « De tous les savants, ce sont ceux, me disait-il, qui savent le plus et le mieux. » Et si on lui racontait quelques traits de sensibilité, il pleurait, il était méfiant, mais il n'avait que trop sujet de l'être. J'ai connu un homme qui se disait son ami et qui s'amusait à faire sur lui une comédie du méfiant. L'auteur de cette trahison me l'a confié à lui-même. Je l'arrêtai en lui disant
Ah non, si vous faites pareil votre pièce, je me charge d'en faire la préface. Cet homme était Rullière. On a accusé Jean-Jacques d'être orgueilleux parce qu'il refusait ces dîners où les gens du monde se plaisent à faire combattre les gens de lettres comme des gladiateurs. Il était fier, mais il était également avec tous les hommes, n'y trouvant de différence que la vertu. Il aimait les âmes fières. Eh bien, lui dis-je un jour en riant, vous auriez donc aimé ce jésuite qui répondit à un seigneur espagnol qui voulait le forcer à lui céder le pas. C'est vous qui me devez du respect, à moi qui ai tous les jours votre Dieu dans les mains et votre reine à mes pieds. Oh, me dit-il, je connais un trait qui me semble plus fort. C'est celui d'un ambassadeur nègre, reçu par un gouverneur du Portugal dans une salle où il n'y avait point d'autre fauteuil que celui où il était assis. Quand l'ambassadeur noir fut près de lui, le Portugais lui demanda sans se lever « Votre maître est-il bien puissant ?» Le nègre fit aussitôt coucher par terre deux de ses esclaves, s'assit sur leur dos. Puis, se recueillant un moment, il dit gravement au gouverneur « Mon maître a une infinité de serviteurs comme toi, 50 comme le roi ton maître et un comme moi. » À ces mots, il se leva et sortit. Cependant, ses esclaves restaient accroupis dans la salle d'audience. On fut lui dire de les rappeler. Mais il répondit « Ma coutume n'est pas d'emporter les fauteuils des lieux où je m'assieds. » Rousseau disait à ce sujet que la modestie était une fausse vertu et que les hommes de mérite savaient bien s'estimer ce qu'ils valaient. Au reste, il faisait peu de compte de ceux qui n'aimaient que sa célébrité. « Ce n'est pas moi qu'ils aiment, disait-il, c'est l'opinion publique sans se soucier de ma véritable valeur. » Un jour, le préfet des Jésuites lui demandait comment il était devenu si éloquent. Il lui répondit « Je dis ce que je pensais. » Il regardait la vérité comme le plus grand charme d'un écrivain. Il préférait les relations des missionnaires capucins à celles des jésuites. Il avait lu avec grand plaisir les révérends pères Marolles et Carly avec leur mission d'Afrique, quoique remplie d'ignorance. Et il me disait « Bon, ces bons pères me persuadent parce qu'ils parlent comme gens persuadés. Ce n'est pas d'ailleurs l'ignorance qui nuit aux hommes, c'est l'erreur, et presque toujours elle vient des ambitieux. Les auteurs modernes, disait-il, qui ont là plus d'esprit, font cependant peu d'effet et inspirent peu d'intérêt dans leurs ouvrages, parce qu'ils veulent toujours se montrer. Quelle que soit la puissance de l'esprit, la vertu est si ravissante que dès qu'on entrevoit au milieu même des inconséquences de la superstition et de l'ignorance, elle se fait aimer et préférer à tout. Voilà pourquoi Plutarque, qui a le jugement si sûr, intéresse jusque dans ses superstitions, car quand il s'agit de rendre les hommes meilleurs et plus patriotes, il adopte les opinions les plus absurdes. Sa vertu le rend crédule. Il ne passe alors entre elle et son bon esprit des combats délicieux. Il rapporte par exemple que la statue de la fortune, donnée par des dames romaines, a parlé. Puis il ajoute, comme pour se persuader lui-même, « Oh, elle a parlé non seulement une fois, mais deux. » D'ailleurs, il remarque que sa petite fille voulait que sa nourrice présentât la mamelle à ses compagnes et à ses jouets. Ceci semble un trait bien puéril, mais quand il ajoute « Elle le voulait pour faire participer de sa table ce qui servait à ses plaisirs », on voit que la bonté du cœur lui paraît supérieure à tout. Et cette bonté était la base fondamentale du caractère naturel de Rousseau. Il préférait un trait de sensibilité à toutes les épigrammes de Martial. Son cœur, que rien n'avait pu dépraver, opposait sa douceur à tout le fiel
dont nos sociétés s'abreuvent aujourd'hui. Cependant, il aimait mieux les caractères emportés que les apathiques. J'ai connu, me disait-il un jour, un homme si sujet à la colère que lorsqu'il jouait aux échecs, s'il venait à perdre, il brisait les pièces entre ses dents. Le maître du café, voyant qu'il cassait tous ses jeux, en fit faire de gros comme le poing. À cette vue, notre homme ressentit une grande joie, parce que, disait-il, il pourrait les mordre à belles dents. Du reste, c'était le meilleur garçon du monde, capable de se jeter au feu pour rendre service. Rousseau me citait encore un dauphinois, calme, réservé, qui se promenait avec lui en le suivant toujours sans rien dire. Un jour, il vit cueillir à Rousseau les graines d'une espèce de saule, agréables au goût. Comme il les tenait à la main et qu'il en mangeait, une troisième personne survint, qui tout effrayée lui dit « Mais que mangez-vous donc là? C'est du poison !»« Comment ?» dit Rousseau, « du poison ?» « Eh oui, et monsieur que voilà peut vous le dire aussi bien que moi. Pourquoi donc ne m'ont-ils pas averti ?» Mais, reprit le silencieux dauphinois, c'est que cela paraissait vous faire plaisir. Ce petit événement ne l'avait point corrigé de goûter les plantes qu'il cueillait. Je me souviens qu'au bois de Boulogne, il me montra la filipendule dont les tubercules sont bonnes à manger. J'en trouvai une qui avait 2 racines. Je me mis à en goûter et je lui dis « C'est fort bon, on en pourrait vivre. » « Au moins, me dit-il, donnez-moi ma part. » Et le voilà aussitôt à genoux sur le gazon et creusant avec son couteau pour en chercher d'autres. Il était gai, confiant, ouvert, dès qu'il pouvait se livrer à son caractère naturel. Quand je le voyais sombre, « À coup sûr, disais-je, il est dans son caractère social, ramenons-le à la nature. » Je lui parlais alors de ses premières aventures. Un soir, nous étions à la Muette, il était tard. Étourdiment, je lui proposai un chemin plus court, à travers champs. Distrait autant que lui, je m'égarai. Le chemin nous ramena dans Passy, le long de ces longues rues où quelques bourgeois prenaient alors le frais sur la porte. La nuit approchait. Je le vis changer de physionomie. Je lui dis « Ben voilà les Tuileries. »« Oui, mais nous n'y sommes pas. »« Oh, que ma femme va être inquiète, répéta-t-il plusieurs fois. Il hâta le pas, fronça le sourcil. Je lui parlais, il ne me répondait plus. Alors je lui dis « Encore vaut-il mieux être ici que dans les solitudes de l'Arménie. » Il s'arrêta et dit « Oh, j'aimerais mieux être au milieu des flèches des Parthes qu'exposé au regard des hommes. » Je remis alors la conversation sur Plutarque. Il revint à lui comme sortant d'un rêve. La méfiance qu'il avait des hommes s'étendait quelquefois aux choses naturelles. Il croyait à une destinée qui le poursuivait. Il me disait « Oh, la Providence n'a soin que des espèces et non des individus. » « Mais vous la croyez donc, lui dis-je, moins étendue que l'air qui environne les plus petits corps? Cependant, je n'ai connu personne plus convaincu que lui de l'existence de Dieu. Il me disait « Il n'est pas nécessaire d'étudier la nature pour s'en convaincre. Il y a un si bel ordre dans l'ordre physique, et tant de désordre dans l'ordre moral qu'il faut de toute nécessité qu'il y ait un monde où l'âme soit satisfaite. » Et il ajoutait avec effusion « Nous avons ce sentiment au fond du cœur. Je sens qu'il doit me revenir quelque chose. » 4 ou 5 causes réunies contribuèrent à altérer son caractère, dont la moindre a suffi quelquefois pour rendre un homme méchant. Les persécutions, les calomnies, la mauvaise fortune, les maladies,
le travail excessif des lettres, travail qui trop souvent fatigue l'esprit et altère l'humeur. Aussi a-t-on reproché aux poètes et aux peintres des boutades et des caprices. Les travaux de l'esprit, en l'épuisant, mettent un homme dans la disposition d'un voyageur fatigué. Rousseau lui-même, lorsqu'il composait ses ouvrages, était des semaines entières sans parler à sa femme. Mais toutes ces causes réunies ne l'ont jamais détourné de l'amour de la justice. Il portait ce sentiment dans tous ses goûts, et je l'ai vu souvent, en herborisant dans la campagne, ne vouloir point cueillir une plante quand elle était seule de son espèce. L'homme vertueux, me disait-il, est forcé de vivre seul. D'ailleurs, la solitude est une affaire de goût. On a beau faire dans le monde, on est presque toujours mécontent de soi ou des autres. Comme il composait son bonheur d'une bonne conscience de la santé et de la liberté, il craignait tout ce qui peut altérer ses biens, sans lesquels les riches eux-mêmes ne goûtent aucune félicité. Dans le temps que Gluck donna son Iphigénie, il me proposa d'aller à une répétition. J'acceptai. « Soyez exact, me dit-il. S'il pleut, nous nous joindrons sous le portique des Tuileries à 5h30. Le premier venu attendra l'autre, mais l'heure sonnée, il n'attendra plus. » Je lui promis d'être exact, mais le lendemain, je reçus un billet ainsi conçu. « Pour éviter, monsieur, la gêne des rendez-vous, voici le billet d'entrée. » À l'heure du spectacle, je m'acheminai tout seul, et la première personne que je rencontrai, ce fut Jean-Jacques. Nous allâmes nous mettre dans un coin du côté de la loge de la Reine. La foule et le bruit augmentant, nous étouffions. L'envie me prit de le nommer, dans l'espérance que ceux qui l'environneraient le protégeraient contre la foule. Cependant, je balançai longtemps dans la crainte de faire une chose qui lui déplut. Enfin, m'adressant au groupe qui était devant moi, je me hasardai de prononcer le nom de Rousseau en recommandant le secret. À peine cette parole fut-elle dite qu'il se fit un grand silence. On le considérait respectueusement, et c'était à qui nous garantirait de la foule sans que personne répétât le nom que j'avais prononcé. J'admirais ce trait de discrétion rare dans le caractère national, et ce sentiment de vénération me prouva le pouvoir de la présence d'un grand homme. En sortant du spectacle, il me proposa de venir le lundi des fêtes de Pâques au Mont-Valérien. Nous nous donnâmes rendez-vous dans un café aux Champs-Élysées. Le matin, nous prîmes du chocolat. Le vent était à l'ouest. L'air était frais. Le soleil paraissait environné de grands nuages blancs divisés par masses sur un ciel d'azur. Entré dans le bois de Boulogne à 8h, Jean-Jacques se mit à herboriser. Pendant qu'il faisait sa petite récolte, nous avancions toujours. Déjà, nous avions traversé une partie du bois lorsque nous aperçûmes dans ces solitudes 2 jeunes filles dont l'une tressait les cheveux de sa compagne. Frappés de ce tableau champêtre, nous nous arrêtâmes un instant. « Ma femme, me dit Rousseau, m'a conté que dans son pays des bergères font ainsi mutuellement leur toilette en plein champ. » Ce spectacle charmant nous rappela en même temps les beaux jours de la Grèce et quelques beaux vers de Virgile. Il y a dans les vers de ce poète un sentiment si vrai de la nature qu'ils nous reviennent toujours à la mémoire au milieu de nos plus douces émotions. Arrivés sur le bord de la rivière, nous passâmes le bac avec beaucoup de gens que la dévotion conduisait au Mont Valérien. Nous gravîmes une pente très roide, et nous fûmes à peine à son sommet que, pressés par la faim, nous songeâmes à dîner.
Rousseau me conduisit alors vers un ermitage où il savait qu'on nous donnerait l'hospitalité. Le religieux, qui va nous ouvrir, nous conduisit à la chapelle où l'on récitait les litanies de la Providence, qui sont très belles. Nous entrâmes justement au moment où l'on prononçait ces mots « Providence qui avait soin des empires, Providence qui avait soin des voyageurs ». Ces paroles, si simples et si touchantes, nous remplirent d'émotion. Et lorsque nous eûmes prié, Jean-Jacques me dit avec attendrissement « Mais maintenant j'éprouve ce qui est dit dans l'Évangile. Quand plusieurs d'entre vous seront rassemblés en mon nom, je me trouverai au milieu d'eux. Il y a ici un sentiment de paix et de bonheur qui pénètre l'âme. » Je lui répondis « Mais si Fénelon vivait, vous seriez catholique ?» Il me repartit hors de lui et les larmes aux yeux. « Oh, si Fénelon vivait, je chercherais à être son laquais pour être son valet de chambre. » Cependant, on nous introduisit au réfectoire. Nous nous assîmes pour assister à la lecture, à laquelle Rousseau fut très attentif. Le sujet était l'injustice des plaintes de l'homme. Dieu l'a tiré du néant, il ne lui doit que le néant. Après cette lecture, Rousseau me dit d'une voix profondément émue « Ah, qu'on est heureux de croire !» Hélas, lui répondis-je, cette paix n'est qu'une paix trompeuse et apparente. Les mêmes passions qui tourmentent les hommes du monde respirent ici. On y ressent tous les maux de l'enfer de Dante, et ce qui les accroît encore, c'est qu'on ne laisse pas à la porte toute espérance. Nous nous promenâmes quelque temps dans le cloître et dans les jardins. On y jouit d'une vie immense. Paris élevait au loin ses tours couvertes de lumière et semblait couronner ce vaste paysage. Ce spectacle contrastait avec de grands nuages plombés qui se succédaient à l'ouest et semblaient remplir la vallée. Plus loin, on apercevait la Seine, le bois de Boulogne et le château vénérable de Madrid bâti par François Ier, père des lettres. Comme nous marchions en silence en considérant ce spectacle, Rousseau me dit « Je reviendrai cet été méditer ici. » À quelque temps de là, je lui dis « Vous m'avez montré les paysages qui vous plaisent. Je veux vous en faire voir un de mon goût. » Le jour pris, nous partîmes un matin au lever de l'aurore, et laissant à droite le parc de Saint-Fargeau, nous suivîmes les sentiers qui vont à l'Orient, gardant toujours la hauteur, après quoi nous arrivâmes auprès d'une fontaine semblable à un monument grec, et sur laquelle on a gravé « Fontaine de Saint-Pierre ». « Ah, vous m'avez ramené ici, » dit Rousseau en riant, « parce que cette fontaine porte votre nom. » « C'est, lui dis-je, la fontaine des amours. » Et je lui fis voir les noms de Colin et de Colette. Après nous être reposés un moment, nous nous remîmes en route. À chaque pas, le paysage devenait plus agréable. Rousseau recueillait une multitude de fleurs dont il me faisait admirer la beauté. J'avais une boîte, il me disait d'y mettre ses plantes, mais je n'en faisais rien. Et c'est ainsi que nous arrivâmes à Romainville. Il était l'heure de dîner. Nous entrâmes dans un cabaret, et l'on nous donna un petit cabinet dont la fenêtre était tournée sur la rue, comme celle de tous les cabarets des environs de Paris, parce que les habitants de ces campagnes ne connaissent rien de plus beau que de voir passer les carrosses, et que, dans les plus riants paysages, ils ne voient que le lieu de leurs pénibles travaux. On nous servit une omelette au lard. « Ah, dit Rousseau, si j'avais su que nous eussions une omelette, je l'aurais faite moi-même, car je sais très bien les faire. » Pendant le repas, il fut d'une gaieté charmante.
Mais peu à peu, la conversation devint plus sérieuse, et nous nous mîmes à traiter des questions philosophiques à la manière des convives dont parle Plutarque dans ses propos de table. Il me parla d'Émile et voulut m'engager à le continuer d'après son plan. Je mourrais content, me disait-il, si je laissais cet ouvrage en vos mains. Sur quoi je lui répondis: jamais je ne pourrais me résoudre à faire Sophie infidèle. Je me suis toujours figuré qu'une Sophie ferait un jour mon bonheur. D'ailleurs, ne croyez-vous pas qu'en voyant Sophie coupable, on ne nous demande à quoi servent tant d'apprêts, tant de soins? Est-ce donc là le fruit d'éducation de la nature? Ce sujet, me répondit-il, est utile. Il ne suffit pas de préparer à la vertu, il faut se garantir du vice. Les femmes ont encore plus à se méfier des femmes que des hommes. Bon, je crains, répondis-je, que les fautes de Sophie ne soient plus contraires aux mœurs que l'exemple de sa vertu ne leur sera profitable. D'ailleurs, son repentir pourrait être plus touchant que son innocence, et un pareil effet ne serait pas sans danger pour la morale. Comme j'achevais ces mots, le garçon de l'auberge entra et dit tout haut: Messieurs, votre café est prêt. Oh, le maladroit, m'écriai-je, ne t'avais-je pas dit de m'avertir en secret quand l'eau serait bouillante? Et quoi, reprit Jean-Jacques, nous avons du café? En vérité, je ne suis plus étonné que vous m'ayez voulu mettre dans votre boîte. Le café y était. Le café fut apporté, et nous reprîmes notre conversation sur l'Émile. Rousseau me pressa de nouveau de traiter ce sujet. Il voulait remettre en mes mains tout ce qu'il en avait fait. Mais je le suppliai de m'en dispenser. Ce n'est point votre style, lui disais-je. Cet ouvrage serait de 2 couleurs. J'aimerais mieux vos leçons de botanique. Eh bien, dit-il, je vous les donnerai. Mais il faudra les mettre au net, car il ne m'est plus possible d'écrire. J'avais renoncé à la botanique, mais il me faut une occupation. Je refais un herbier. Nous revînmes par un chemin fort doux en parlant de Plutarque. Rousseau l'appelait le grand peintre du malheur. Il me cita la fin d'Agis, celle d'Antoine, celle de Monime, femme de Mithridate, le triomphe de Polémile et les malheurs des enfants de Persée. Tacite, me disait-il, éloigne des hommes, mais Plutarque en rapproche. En parlant ainsi, nous marchions à l'ombre de superbes marronniers en fleurs. Rousseau en abattit une grappe avec sa petite faux de botaniste et me fit admirer cette fleur qui est composée. Nous fîmes ensuite le projet d'aller dans la Huitaine sur les hauteurs de Sèvres. Oh, il y a, me dit-il, de beaux sapins et des bruyères, toutes violettes. Nous partirons de bon matin. J'aime ce qui me rappelle le Nord. À cette occasion, je lui racontai mes aventures en Russie et mes amours malheureuses en Pologne. Il me serra la main et me dit en me quittant: « J'avais besoin de passer ce jour avec vous. »